Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut, nouvel épisode aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de l'index glycémique, on va parler également de 12 applications pour la santé que vous pouvez télécharger sur votre téléphone et on va parler de savoir, on va essayer de voir si c'est bon ou pas de ne pas avoir son taux de protéines, de sauter quelques prises de protéines et de même se faire un petit peu plaisir. Voilà. Alors, déjà, avant de commencer cet épisode, sachez que dimanche à 10h est sorti un guide des œufs. Vous savez, cet aliment qui est majoritairement consommé dans la diète du pratiquant ou de la pratiquante fitness. Donc les œufs en musculation, donc voilà ce que j'ai marqué, combien, lesquels, la recette parfaite, etc. Donc je vous fais un récap complet pour savoir comment les choisir, également savoir identifier un petit peu les différentes informations que vous pouvez avoir sur les emballages et sur l'œuf, mais aussi les meilleures recettes pour ne pas les dénaturer, les meilleurs modes de cuisson et tout, et le nombre qu'on peut en prendre par jour, et de savoir comment un petit peu jauger par rapport à chacun, parce que le but c'est pas de vous donner comme ça un chiffre, voilà, pour tout le monde c'est tel chiffre, je ne tomberai pas dans cette facilité, mais plutôt de savoir un petit peu par rapport à vous, à ce que vous faites de votre diète et de votre quotidien, combien vous pouvez manger d'œufs sans sortir un petit peu des clous, et donc de progresser et d'avoir des meilleurs résultats. Voilà. Donc vous avez le lien qui s'appelle le guide des œufs dans les notes de cette émission. Vous regardez, si vous êtes sur YouTube, vous avez un lien qui vous amène globalement sur toutes les notes, et si vous n'avez pas vu, dans votre boîte mail vous avez également le lien. Voilà. Alors, premier sujet. L'IG. Alors l'IG, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'index glycémique. Donc, alors l'IG et CG, charge glycémique, ça évolue. Donc les chercheurs ont mis en place quelque chose pour, ils cherchent tout le temps à faire évoluer le truc. C'est normal. Ça fait quelques années que ça commence tout doucement à imprégner le monde de la nutrition. Vous allez me dire, ouais, non, mais ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps pour nous. Vous qui m'écoutez, moi, ok, ça fait longtemps. On en parle depuis longtemps. Ce sont des données qu'on commence concrètement à tous maîtriser, sauf que pour le grand public, dites au prochain repas entre amis ou en famille, tu connais l'IG du pain ou l'IG du riz ou quoi? Ils vont pas comprendre, les gens. Ils savent pas. Donc il faut toujours remettre les choses dans leur contexte. Il y a quand même une forme de méconnaissance sur ce sujet. Et d'ailleurs, même dans l'article que je vais vous citer, il montre bien qu'au niveau du grand public, ça, les gens ne le savent pas encore, mais également chez les professionnels de santé. Donc ça pose un petit problème, étant donné que quand à l'intérieur des professionnels de santé, ils englobent également les médecins nutritionnistes et les diététiciens. N'oublions pas que ce genre de professionnels de santé reçoivent chez eux, fournissent des ordonnances entre guillemets alimentaires pour des diabétiques ou des personnes qui ont des pathologies comme l'obésité ou autre. Donc, il y a quand même une certaine carence de connaissances de ce côté-là. Bon, bref. Je vais vous citer rapidement un chapitre de l'article là, et vous aurez l'intégralité de l'article en source, si vous voulez aller voir. Et moi-même, je vais faire un gros contenu sur le sujet mais pour les VIP sur ce sujet-là, sur ce thème, parce que ça mérite en tout cas. Donc je vous cite. Le concept d'index glycémique, de charge glycémique, a progressivement gagné de l'intérêt de la communauté scientifique, et de plus en plus des mesures standardisées ont été réalisées, ce qui permet d'obtenir des fourchettes de valeurs d'index glycémique et non plus des valeurs uniques.
Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils mettent un petit peu de nuance dans des chiffres stables. C'est-à-dire que, rappelez-vous, quand vous prenez, je sais pas, par exemple, moi j'ai même un bouquin qui commence peut-être à dater un petit peu, qui s'appelle le guide des index glycémiques, où vous avez des chiffres par rapport aux aliments. Et ben en fait, aujourd'hui, les valeurs ne sont plus calculées comme ça. Elles sont calculées, elles sont présentées, pas calculées, mais présentées sous forme de fourchette. Par exemple, au lieu de vous dire tel aliment c'est IG 70, eh ben ils vont vous dire tel aliment c'est IG entre 65 et 80. Donc voilà. Et en fait, cette fourchette est définie par plusieurs choses. Donc je continue la lecture. On peut également constater que de nouveaux paramètres comme le lieu de production ont été pris en compte, et que l'index glycémique des aliments peut parfois changer en conséquence, étant donné l'hétérogénéité des modes de production entre les cultures et les pays. Donc ils parlent de la cuisson, mais ils parlent également de la production, de la source, de la provenance, etc. Et ça, ils ont vu qu'il y avait des modifications au niveau de l'index glycémique. Donc, typiquement, si vous prenez un riz blanc camarguais ou un riz blanc basmati ou un riz thaï, ou même tout simplement un riz basmati qui a été produit, qui a été récolté à un certain endroit de la planète et à un autre, vous allez avoir peut-être des petites différences. Donc ça commence. Alors tant mieux, puisqu'il y a une forme d'affinage, si je peux dire les choses comme ça, dans les mesures, dans les calculs. Alors pour le grand public, globalement, ça changera pas beaucoup la donne. Mais pour les pratiquants de fitness, comme vous, comme moi, c'est vrai que ça peut devenir intéressant d'avoir ce genre d'informations, parce qu'on est quand même à un moment donné, quand on fait par exemple une sèche un petit peu restrictive, où on essaye un peu de gratter à droite à gauche pour continuer à manger quand même un petit quelque chose sans que ça ait trop d'impact, et ben ce genre de petits détails reproduits sur l'année ou sur la durée d'une sèche, ça peut faire des petites modifications, des petites différences. Donc on est dans la progression, et de toute façon à partir du moment où on affine, beaucoup de personnes sont contre cet affinage, parce que ça veut dire recherche, prise de tête, creuser un sujet. Moi, je suis plutôt pour, parce que quand on maîtrise ce genre de choses, à long terme, c'est des meilleurs réflexes dans le style de vie. Et donc, du coup, pas des résultats à court terme sur la journée, mais des résultats plutôt à moyen-long terme sur une diète, par exemple, quoi. Donc voilà, petite évolution de ce côté-là. Et c'est quelque chose qui va, de toute façon, continuer à augmenter, puisque l'obésité étant quand même l'épidémie la plus commune, entre guillemets. Quand je dis la plus commune, c'est et la plus visible. C'est aussi ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est tellement commun dans le quotidien qu'on le remet plus du tout en compte. C'est-à-dire que des personnes en surpoids qui dépassent en fait les mesures de santé minimales, etc. On en voit de plus en plus, et on en voit tellement que ça devient une forme de norme, et que cette norme, n'oubliez pas, quand les choses deviennent la norme, on a tendance à penser que ça n'est pas dangereux, etc. C'est un petit peu les biais qu'il y a. Vous savez, quand vous êtes entouré d'alcooliques, vous avez tendance à vous juger comme en bonne santé, parce que y a des gens autour de vous qui font pire. Et donc du coup, ça vous conforte aussi de vous dire que votre entourage le fait, donc vous pouvez le faire. Et c'est un petit peu ça avec le surpoids et l'obésité. Les gens, quand ils sortent dans la rue, ils ont beau être en surpoids, ils croiseront toujours un obèse, et donc du coup, ça les rassurera sur leur tour de taille qui dépasse les standards. Alors encore une fois, il y en a qui vont me dire ouais, mais ça devient un peu trop restrictif et tout ça, les recommandations que tu nous donnes dans le podcast. Moi en fait, ce que je fais, je me base juste sur les données. Quand je vous donne des mesures de tour de taille santé pour hommes et pour femmes, ce sont que des mesures que j'ai récupérées dans la littérature scientifique ou autre. C'est de l'information. Je vois que personne ne met par exemple sur un spot publicitaire ou au journal de 20 heures de dire maintenant que vous êtes tous vous êtes des millions, enfin je sais pas s'il y a encore des millions de gens qui regardent, quoique les infos quand même si. Et d'ailleurs les infos est regardée par une population qui ne regarde pas internet, ou peu. Mais ça serait intéressant de dire aujourd'hui nous savons que si vous avez un tour de taille qui dépasse, alors je crois que c'est 88 cm pour les hommes et je sais plus combien pour les femmes, mais donc là vous êtes à risque. De simplement dire ça prend 5 secondes chrono,
chrono. Donc ça peut même être une pub juste avant une vidéo YouTube. Vous n'avez pas besoin de mettre ignorer la publicité. Terminé, le message est passé. Donc, mais bon, on le fait pas. Donc, il y a une espèce d'hypocrisie là-dedans. Et un petit podcast comme ça permet de partager au moins à vous, même si vous le savez déjà, mais au moins ça vous permet de le partager autour de vous pour les personnes qui ne seraient pas averties de ce genre de choses. Voilà. Parce qu'on parle beaucoup de santé aujourd'hui et on parle peu de quelque chose qui est ultra commun, ultra répandu et qui en fait, c'est une épidémie qui ne se transmet pas comme un virus, mais qui se transmet par des habitudes de vie, par un effet mimétique, et donc du coup, qui a tendance à se propager relativement vite. Voilà. 12 applications pour sa santé. Alors, c'est la nutrition.fr qui a fait un récap. Alors, il dit il est possible d'utiliser son smartphone pour améliorer sa santé ou prendre de meilleures habitudes, alimentation, sommeil, sport, bien-être, environnement. Voici 12 applications qui peuvent vous aider. Alors, moi, je vais récolter les 12 applications, donc je vais ouvrir le lien et je vais un petit peu voir avec vous lesquelles me semblent intéressantes et lesquelles non. Alors, la première, qui s'appelle SIGA, donc l'application SIGA avec laquelle la nutrition a collaboré pour la nouvelle édition de son guide Le Bon Choix au supermarché, permet de détecter au supermarché les aliments ultra transformés, ce que ne permettent ni le Nutri-Score ni les applications concurrentes plus connues mais scientifiquement biaisées telles que Yuka. Donc ils disent validité scientifique et gratuit. Alors SIGA, probablement que c'est quelque chose d'intéressant, mais moi en fait dans l'énoncé il y a une problématique. Donc c'est certainement quelque chose qui peut être intéressant pour le très grand public, mais globalement pour le pratiquant fitness, permet de détecter au supermarché les aliments ultra transformés, mais en fait logiquement on n'est pas censé en consommer. Je sais, il y en a qui vont me dire « Ouais, mais t'es dur !» Ben non, je suis pas dur. En fait, on peut très bien consommer des aliments non transformés, manger à sa faim, avoir tous les micronutriments, avoir tout ce qu'il faut, voilà. Donc la problématique n'est pas de les détecter. On n'a pas besoin d'une application, en fait, pour détecter ça. Il faut juste avoir un minimum de connaissances sur ce qu'est un aliment. Quand vous avez des choses une préparation X ou Y, c'est transformé. Donc une sauce, une préparation en fait, dès que vous avez un plat sous forme de bocal ou sous forme de barquette ou quoi, c'est transformé. C'est très rare, sinon c'est un aliment. Donc si dans votre barquette vous avez que un morceau de viande, par exemple, vous allez dans le rayon viande, vous avez une barquette de bœuf. Bon la barquette de bœuf, c'est du bœuf. C'est un morceau, je sais pas, n'importe quelle, une entrecôte, peu importe, mais c'est un morceau de bœuf. Donc là, c'est une barquette d'un aliment non transformé. Par contre, vous allez à côté, il y a une barquette d'hachis parmentier. Mais vous n'avez pas besoin de scanner la barquette pour savoir que c'est ultra transformé. Mais naturellement, la norme amène les gens à consommer ce genre de plat. Pourquoi ? Parce que c'est simple, micro-ondable, c'est facile à faire, les gens n'ont pas le temps, tu peux pas comprendre, t'as pas d'enfant, enfin bon, vous avez compris la mayonnaise. Et là, ce genre d'application, c'est bien pour les néophytes. Mais les néophytes, moi, je trouve que ça ne les encourage pas, même si je suis persuadé que l'application va vous recommander quand même des aliments plus sains, etc., donc moins transformés, voire pas transformés. La chose qu'il faudrait mettre, c'est juste un warning permanent. Attention, aliments transformés, dirigez-vous plutôt vers ça. Moi, une bonne application serait de dire... Vous arrivez par exemple avec votre truc à scanner. Vous scannez le plat, le hachis parmentier. Ça vous dit warning, donc danger ou risque ou rouge ou D ou ce que vous voulez comme note. Et ça vous dit aliments transformés. Mais voilà, pour vous le faire vous-même, voilà les ingrédients, de base qui compose cette préparation. Et là, vous allez avoir le hachis parmentier, c'est quoi ? C'est de la pomme de terre, de la viande et je sais plus ce qu'il y a dedans, et ils vous donneraient le listing. Si vous voulez vous faire la recette, allez à tel rayon. Enfin, ils vous diront pas aller à tel rayon, mais ils vous diront la liste des ingrédients à l'intérieur du truc. Et ça vous permettra de le fabriquer sans tous les exhausteurs de goût, les trucs de texture et tout. Ça deviendrait intelligent. Parce que les gens, quand ils vont par exemple au supermarché, ils ont envie d'un plat. Ils passent dans un rayon où le truc clignote dans tous les sens parce qu'ils ont un gros budget marketing et donc du coup ça clignote dans tous les sens pour leur dire vas-y viens ici m'acheter parce que je suis bon, je suis succulent, j'ai un emballage vert donc un bon greenwashing derrière et donc du coup c'est bon pour ta santé et c'est bon pour mon portefeuille. Que l'application arrive directement parce que là ça rentre pas en concurrence.
C'est-à-dire, voulez-vous le faire vous-même? Voilà les ingrédients du hachis parmentier. Ils se mettent en partenariat avec je sais pas quel site de recettes généralistes. Et comme ça, les gens, au moins, ils sont conscients de ce qu'il y a dedans et ils peuvent se dire, bon, est-ce que j'ai besoin de rajouter les 20 grammes de sucre en plus qu'ils ont mis? Bah non, puisque c'est un plat salé. Et donc, là, il peut y avoir vraiment une éducation. Donc, bossez là-dessus. Les développeurs, je pense que vous avez quelque chose à faire de ce côté-là. Parce que ça permettra aux gens de consommer les plats qu'ils aiment et qu'ils consommaient avant transformés et qui sont pas bons pour la santé, faut dire les choses comme elles sont. Et ça leur donnerait des options plus brutes et pour se composer la recette eux-mêmes. Avec des aliments et avec des bons aliments, quoi. Bon, bref. Deuxième application, alimentation durable. Ça s'appelle Étiquetable. Donc, Étiquetable rassemble toutes les informations pour rendre son alimentation plus durable. Saisonnalité et localité sont ses maîtres mots. L'application met à disposition une carte des producteurs et des restaurants engagés dans cette démarche et de nombreuses recettes. Donc, validée scientifiquement et gratuit. Donc, très bien. Ça, je suis pour. À partir du moment où c'est raisonnable, donc vous pourrez plus le voir que les personnes du grand public, vous verrez bien si c'est raisonnable et cohérent. Mais ça, pour moi, c'est quelque chose de bien, puisque souvent les personnes sont soumises à leur rythme et à leurs habitudes, et parfois elles se rendent pas compte qu'elles ont un petit producteur juste à côté de chez elles, notamment de la viande ou peu importe, et ça leur permettrait de pouvoir découvrir ce qui se passe autour de chez elles. Et surtout, quand elles veulent se faire un petit resto, elles pourraient voir un petit peu là où les restaurateurs font un effort de ce côté-là aussi. Au niveau de l'entraînement physique, ils disent probablement, alors Adidas, l'application Adidas, il y a eu l'application Nike il y a quelques années, c'était même les premiers, je crois, à faire un partenariat avec Apple au niveau sport. Donc là, c'est Adidas, probablement l'application qui propose le meilleur suivi avec sa version gratuite. C'est une référence pour les runners, donc ceux qui font de la course à pied, mais elle permet aussi de faire de la marche sportive et d'enregistrer d'autres pratiques sportives. Donc gratuite, il y a une version gratuite et payante, je ne l'ai pas testé, mais pour ceux qui marchent et qui courent et qui aiment bien traquer tout ça, je sais qu'il y a des cartésiens qui aiment bien tout savoir, l'application Adidas leur semble plus intéressante que Nike. Pour le haute intensité, FeesUp, une application qui réconcilie l'activité physique et le manque de temps avec des petites séances regroupées en programme sur plusieurs semaines. Alors oui, moi je suis plutôt je recommande les gens en fait qui veulent pas se prendre la tête et tout et qui démarrent dans le sport, qui débutent et tout, pourquoi pas d'aller voir ce genre d'application pour les mettre en mouvement. Ils verront rapidement que s'ils veulent des abdos bien visibles, des bons pecs, des bons bras et tout, ils devront passer la vitesse supérieure au niveau de la compréhension de l'entraînement. Mais globalement, pour se bouger un peu, toutes ces applications sont intéressantes pour un petit peu se bouger. Donc je valide également. Après, il parle de l'entraînement cognitif. Alors, mémoire et logique, Neuronation, une application pour améliorer ses performances cognitives, notamment la mémoire et la logique, en étroite collaboration avec la recherche scientifique. Donc, version gratuite et version payante. L'avantage souvent de ces applications-là, comme quand ils disent en étroite collaboration avec la recherche scientifique, c'est que souvent ce genre d'application permet également de créer une base de données pour les chercheurs. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple concret, vous donnez votre profil type, âge, tout ça, et quand vous allez remplir les tests, les exercices et tout, ces données vont aller dans la base de données des scientifiques, et donc du coup ils vont voir par exemple que globalement les hommes qui vivent dans telle région, qui ont tel niveau scolaire, qui pèsent tel poids, etc., ont plutôt une tendance à avoir tel biais cognitif ou telle mémoire ou tel raisonnement, telle logique. Et en fait c'est bien ça, moi je trouve que c'est bien quand c'est des partenariats qui sont pas utilisés derrière à un but marketing, il faut bien, parce que souvent c'est ça ce qui se cache derrière. N'oubliez pas, ceux qui ont vu la série Mad Men s'en souviennent, le psychologue, je sais plus, je crois que c'est une femme qui intervient un petit peu pour expliquer, je crois que c'est une femme, oui, qui intervient pour expliquer comment il faut bosser, comment il faut présenter les choses par rapport à la psychologie. Donc là, moi je trouve que c'est intéressant si ça amène réellement les chercheurs à améliorer un petit peu, que ça soit ou la prise en charge ou autre, tout simplement. Ensuite, on a Cognifit, le
le plus de cette appli, ce sont ses évaluations précises ainsi que la possibilité de choisir les aptitudes cognitives que l'on veut travailler. Donc toutes ces choses-là, moi je suis pour, c'est toujours bien. Alors faut savoir une chose, c'est que j'avais vu dans une conférence, je sais plus si c'était une conférence de Jordan Peterson qui faisait il y a quelques années, qu'il expliquait par exemple que pour le QI, on n'arrivait pas à augmenter le QI en fait. Les gens s'acharnent un petit peu, il y a eu des applications dans le passé et tout, mais en fait, quand les gens se développent et ils ont l'impression de progresser, ils progressent pas réellement sur le QI, ils progressent sur l'exercice en question, donc ils deviennent plus forts sur l'exercice de logique en tant que tel, mais ça veut pas dire que leur QI a augmenté et que c'est très 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 difficile de booster le QI et que globalement les gens aujourd'hui n'y sont pas encore réellement arrivés avec une méthode qui fonctionnerait pour tout le monde, quoi. Donc voilà, bon là ça permet de s'entraîner visiblement. Les cycles, pour les cycles menstruels, donc Flow, voilà, est un journal de santé qui permet aux femmes de suivre leur cycle. Cette application permet de comparer chaque période de manière claire et précise à l'aide de graphiques. Donc version gratuite et version payante. Donc là, alors de mémoire, je crois que celles qui ont une Apple Watch peuvent aussi profiter de ça, de mémoire, ou même sur un iPhone. Je crois que maintenant il y a cette fonction-là. Bon, on me l'a pas proposé parce que je pense que mon iPhone est capable de savoir si j'en ai besoin ou pas. Mais je sais que c'est une fonction qui existe. Donc voilà. Et là, pour le coup, je pense que c'est 100% gratuit sur iPhone si c'est intégré, puisque ça doit être compris dans le prix de votre téléphone, quoi. Ensuite, sommeil. Donc sommeil, Sleep Cycle. Sleep Cycle est une des applications les plus intéressantes pour analyser les facteurs qui perturbent le sommeil. Dîner tardif, consommation de café, journée stressante, pression atmosphérique, passage nuageux, neige, soleil. Alors, je vais vous faire une révélation. C'est l'application que j'utilise. Cette application, je l'ai téléchargée à sa sortie il y a des années. Et je l'avais achetée. Puisqu'à l'époque, cette application, elle était naissante, la start-up, j'imagine, et ils proposaient une version gratuite ou une version payante où vous avez accès à vie à la fonction. Aujourd'hui, c'est terminé. Ce sont des abonnements, comme tout. Aujourd'hui, c'est que par abonnement. Et moi, du coup, je peux profiter. Quand j'ai rentré parce que cette application, je l'avais utilisée il y a des années, puis je l'avais supprimée quand j'utilisais ma Fitbit. Et après, quand j'ai arrêté d'utiliser ma Fitbit, j'ai retéléchargé cette application pour avoir un petit peu des informations sur le sommeil. Et je me suis rendu compte que, étant donné que je l'avais acheté une fois, j'avais plus jamais besoin de payer. Donc moi, je suis exonéré de ça. Donc tant mieux. Donc si vous l'aviez vous aussi téléchargé il y a des années en la payant, ça, je pense que vous pouvez le retrouver dans votre historique d'achat, dans votre App Store, que ce soit Android ou peu importe. Eh bien, sachez que vous l'avez gratuite à vie. Donc moi, je la trouve géniale. Elle enregistre les variations durant votre sommeil, si vous ronflez, si vous parlez. D'ailleurs, des fois avec ma compagne, on se marre parce que moi le matin, je regarde un petit peu ce qui s'est passé, pas tout le temps, mais des fois je regarde un petit peu ce qui s'est passé durant la nuit. Et quand il y a marqué à telle heure parler dans le sommeil, j'écoute, mais c'est toujours tordant, quoi. On se demande à qui, des fois on se demande si on n'est pas en train de communiquer avec une espèce extraterrestre, quoi. Vu le dialogue, c'est non déchiffrable, quoi. Donc moi je la trouve bien, et en fait c'est vrai qu'elle est intéressante dans le sens où ça vous permet de détecter par rapport à la lumière, si vous avez bougé. En fait, il va coordonner les choses et vous dire, quand vous avez mal dormi, par exemple, vous détectez que vous avez mal dormi, que l'appli vous dit vous n'avez pas eu assez de sommeil ou vous avez eu un sommeil perturbé, et ça vous permet de voir si ça a été une journée où vous avez fait. Alors évidemment, si vous avez votre téléphone sur vous, si vous avez fait beaucoup de pas dans la journée, si vous avez votre montre qui est reliée, ça peut marcher aussi. Mais si vous avez fait du sport, si vous avez un journal de nutrition que vous avez tenu et que vous avez peut-être trop mangé, pas assez mangé, bref. Et ça va mettre aussi, il a fait beau, il a pas fait beau, on est en hiver, on est en été, on est au mois d'août, voilà. Et donc de voir après, alors quand vous avez un suivi un peu long terme, ça vous permet de voir si globalement il y a des récurrences, et si ces récurrences, se vérifient sur l'application, sur votre ressenti et tout ça. Moi j'aime bien ce genre de choses.
ça donne quand même quelques indications. Alors faut savoir après que il y a un micro, quoi. Hein. Eh oui, il y a un petit micro, mais bon, aujourd'hui, où est-ce qu'il n'y a pas de micro, hein? Tous ceux qui ont on a un téléphone à côté, il y a un micro, ça enregistre. Là, c'est volontaire, donc vous donnez votre accord pour ça. Bon, eux, ils s'engagent à pas le diffuser. Enfin, en même temps, il n'y a pas trop de problématiques parce que c'est quand vous dormez. Donc, c'est pas, vous n'êtes pas en train de parler d'une fusion entre deux entreprises, machin, et secrètement vous serez écouté par l'application. C'est pas ça. C'est que juste le micro fonctionne à partir du moment où vous lui demandez de fonctionner. Enfin, l'application vous enregistre à partir du moment. Donc, je vous recommande de le faire. Moi, typiquement, je bookine le soir. J'ai terminé de bookiner et tout. J'active le truc. Et puis, mais il n'y a plus un bruit dans la pièce, quoi. Il n'y a plus de conversation. Il n'y a plus rien, quoi. Donc, du coup, voilà. Et puis moi je l'active pas forcément, par exemple quand je suis le week-end. Donc voilà, je l'ai fait quelques fois pour avoir des valeurs, pour avoir quelques données le week-end, pour voir les différences qu'il y avait, pour qu'il puisse un petit peu modifier enfin ne pas créer une habitude que sur la semaine, mais également sur le week-end. Mais après j'ai tendance à le désactiver le week-end parce que le week-end tout simplement le rythme n'est pas le même. Hein. C'est pas, je vais pas me coucher à la même heure. Je vais pas rentrer à la même heure si on sort ou autre. Donc du coup, ça c'est moins parlant pour moi. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est l'optimisation sur un rythme stable de semaine par rapport au sport, par rapport à toutes ces choses-là. Bref, donc Sleep Cycle, application que je recommande. Comme ça, vous entendrez également si vous ronflez comme un gros diesel ou pas, quoi. Bien-être. Alors eux, ils parlent de méditation et respiration. Donc Petit Bambou. Petit Bambou est une appli de méditation que j'ai moi fortement utilisé quand je me suis lancé un défi de méditer tous les jours pendant X jours. Donc en fait, j'ai ma plus longue comment on appelle ça, séquence de méditation, c'est-à-dire de jour en jour, c'est 94 séances d'affilée. Et moi j'avais fait mon test parce que j'aime pas parler. J'avais fait un cours sur attention, un cours sur la méditation ne veut pas dire un cours où je vous apprends les tout. Je suis pas moine ou quoi. Moi c'était un cours de retour d'expérience après 94 séances. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi je l'ai fait avant, qu'est-ce qui s'est passé pendant, à partir de quand j'ai eu des résultats et quel est mon constat après 94 jours. Donc c'est comme ça que j'apporte du l'eau à mon moulin. En aucun cas, je vais vous parler de pratique. Qu'est-ce qui se passe au bout de 20 ans et tout. Ça n'est pas ma pratique et ça n'est pas. Enfin voilà, là vous allez voir quelqu'un d'autre, quoi. Après, bien sûr, je vous ai fait un récap des données scientifiques les plus récentes et tout sur le sujet. Donc vous pouvez aller voir. Hein, vous tapez méditation sur mon site, vous trouverez. Moi, j'y trouvais pas mal d'intérêt pour le pratiquant de muscu pour pas mal de raisons, notamment ceux qui se préparent, qui sont en sèche et qui veulent avoir un bon physique et pas pour se détendre, mais vous verrez, c'est pour autre chose. Et donc voilà, donc Petit Bambou, une bonne application que moi. Alors il y a aussi l'application Calm, CALM, je crois, il y a pas de E à la fin dans le nom, qui est pas mal. Mais Petit Bambou est sympa. Après, il y a l'application pour le jeûne qui s'appelle Life. Cette application offre la possibilité de créer un cercle ou d'en rejoindre un pour pouvoir partager avec d'autres jeûneurs, ce qui peut être motivant. Notez cependant qu'une partie de l'application est en anglais. Donc, version gratuite et payante, validée scientifiquement. Bon, le jeûne en muscu, il est pas super recommandé tout le temps. Mais pour ceux qui jeûnent et qui trouvent intéressant, d'ailleurs pour ceux qui jeûnent le soir et pas le matin, ça peut être intéressant de trouver des personnes qui font pareil que vous et essayer de trouver des techniques et autres, parce que je sais que le jeûne du soir est plus difficile à tenir pour beaucoup de personnes. Les gens ont beaucoup plus de tendance, ce que je disais dans pas mal de podcasts précédents, mais c'est plus ou moins une réponse au saut du petit déjeuner, vachement facile le jeûne. Hein. Ça appuie un petit peu des habitudes que prennent les gens. Regardez autour de vous, combien de personnes au bureau ou dans votre entourage sautent le petit déjeuner, quoi. Et pourtant ils font pas le jeûne. Enfin, en tout cas, pour eux, ils ont pas l'impression de faire un jeûne intermittent, mais ils le font indirectement. Et est-ce qu'ils ont des abdos visibles et des gros muscles? Je sais pas. Bon, en tout cas, là, si vous voulez en parler avec des gens qui font les choses plutôt correctement, certainement comme vous si vous le faites, l'application Life visiblement semble être
cohérente selon la nutrition.fr. Santé environnementale, donc vous avez pour les cosmétiques, quels cosmétiques? Cette application développée par l'UFC Que Choisir permet de faire la chasse aux produits toxiques, perturbateurs endocriniens, allergènes, substances irritantes, etc. dans les cosmétiques. Après, vous avez Kelvin, Kelvin, une application pour trouver et partager des recettes de cosmétiques et de produits ménagers maison, indispensable donc lorsque l'on fait sa transition zéro déchet, zéro toxique. De plus, cette appli, c'est qu'on bénéficie des conseils et de l'avis d'autres usagers sur les recettes. Voilà. Donc vous avez quelques applis que recommande comme ça la nutrition.fr. Vous avez le lien dans les notes de l'émission. Donc c'est un article qui a été rédigé par Sarah Amiri, donc merci, elle est diététicienne et journaliste scientifique. Merci à elle pour le partage. Et on va passer au dernier sujet de ce podcast qui est une question d'auditeur sur la consommation de protéines et de petits plaisirs. Alors, fameuse question d'auditeur. Donc pour rappel, si vous voulez me poser une question comme cet auditeur, vous avez des liens dans les notes d'émission, dans les liens à suivre, il y a quelque chose qui s'appelle « Posez votre question ici ». Pour rappel, ce sont des questions 100% anonymes, donc vous n'avez pas besoin de mettre ni votre email, ni votre prénom, ni votre nom, ni rien du tout. Comme ça, vous pouvez me poser des questions embarrassantes et des questions d'ordre privé, mais qui ne seront pas pénalisantes pour vous, puisque justement, je ne cite pas le nom, je n'ai pas votre nom, je n'ai pas connaissance de qui vous êtes. Voilà. Donc voilà, vous avez un lien dans les notes. Et encore une fois, si vous voulez me poser des questions, je sais que j'ai énormément de retard, mais les questions sont bien là, elles sont bien quelque part et je les ai. Donc une question de l'auditeur, est-ce normal certains jours, surtout les jours off, donc les jours off étant les jours sans musculation, de ne pas avoir envie de manger mais 1,8 g de protéines par kilo de poids de corps pour la prise de muscle par exemple, mais plutôt envie de glucides ou de sucré? Nos protéines sont-elles nécessaires si on saute son quota 2 jours de suite? Que penses-tu de prendre une dose de sucré le soir équivalent d'un cornetto et un cookie par exemple, pré-dodo, si ça nous détend un peu? Avec, il a rajouté, vous savez, les deux accents circonflexes dans le vide là pour, c'est un petit peu, vous savez, comme le smiley mignon là, tu sais, qui sourit gentil. Ouais, je suis gentil. Merci pour l'excellent travail. Donc merci à toi pour ta question et je suis content que tu me la poses parce que c'est une question que je reçois énormément, tournée sous divers angles. Mais je vais commencer par la première partie de ta question. La première partie de ta question était basée sur l'envie de manger tes doses de protéines. Alors, déjà, on va raisonner par besoin. Pourquoi on consomme des protéines? Tout simplement parce que ce sont elles qui vont permettre à notre organisme de tirer les acides aminés nécessaires pour fabriquer ou maintenir de la masse musculaire, mais également pour tout un tas d'autres processus qui nous intéressent moins, mais qui sont pourtant super importants pour la santé à la fois mentale et cellulaire, etc., etc. Donc, tu as besoin de consommer des protéines pour retaper ta masse musculaire. Donc, à partir de ce moment-là, tu te dis, OK, donc la masse musculaire se retape avec des protéines, entre autres, mais quel est le timing? C'est-à-dire que si tu t'entraînes aujourd'hui à 17h et que tu consommes des protéines aujourd'hui, jusqu'à ce soir, est-ce que tu peux te permettre d'en consommer moins demain? Eh bien là, il faut comprendre comment se retape de la masse musculaire. De la masse musculaire selon l'impact de ton entraînement sur elle. Donc par exemple, tu as fait ce soir les cuisses et tu as démonté les fibres musculaires de tes cuisses. Penses-tu que demain matin, en te réveillant, le besoin en protéines est un besoin en protéines d'un jour off, donc d'un jour comme d'un individu sans muscu? Non. La réparation et la récupération au niveau musculaire s'inscrit un petit peu plus dans le temps. C'est-à-dire que tu peux avoir sur une petite stimulation peut-être 12 heures, puis 24 heures pour une plus forte, puis 48 pour une plus forte, puis 72 pour encore plus forte. En fait, ça, ils s'en sont rendus compte avec la synthèse protéique. C'est-à-dire que quand tu t'entraînes et que tu consommes des protéines derrière, tu as une synthèse protéique, c'est-à-dire synthèse protéique, fabrication de nouvelles protéines, enfin régénération, etc. Avec des termes simples. À chaque fois que tu consommes des protéines, on voit qu'il y a un pic de synthèse protéique au niveau de l'organisme et qu'après l'entraînement, il est assez élevé et que sur le temps, il a tendance à diminuer, mais il est toujours présent à chaque fois que tu consommes des protéines. Donc, ça démontre qu'il y a un besoin qui diminue, mais qui est quand même présent. Donc, évidemment,
qu'après l'entraînement, tu as besoin de consommer des protéines pour bien te retaper et profiter d'une bonne synthèse protéique. C'est pour ça que l'idée de la fenêtre anabolique, les gens ils disent c'est des conneries. Non, c'est pas des conneries. Après l'entraînement, la synthèse est plus importante. Mais elle n'est pas seule. C'est-à-dire que tu continues à synthétiser, à avoir une bonne synthèse protéique à divers repas échelonnés dans le temps après ta séance. Donc le lendemain, si tu ne consommes pas suffisamment de protéines, déjà tu vas avoir faim, donc tu vas consommer autre chose forcément, mais c'est surtout que tu ne vas pas profiter de ta récupération, d'une bonne récupération au niveau musculaire. On a quand même un besoin, et plus ta séance va être intense, plus tu vas avoir besoin de tenir longtemps. C'est pour ça que les diètes jour on et jour off, ça peut valoir quand tu t'entraînes 2 fois par semaine, pas trop intense. Mais à partir du moment où tu t'entraînes du lundi au vendredi, les 2 jours où tu ne t'entraînes pas, par exemple le samedi et le dimanche, tu es en process de récup et si tu consommes pas de protéines, c'est pénalisant. Le lundi, t'as mal récupéré. Donc non, je ne pense pas que ça soit une bonne idée que de diminuer et de remplacer par du sucre et du goût sucré. Donc c'est là où devrait s'installer plutôt sur tes jours off. Moi, ce que je te recommanderais de faire, voilà, petite astuce, garde-toi des sources de protéines pour tes jours off. C'est-à-dire que quand tu t'entraînes en permanence et tout, et j'espère que tu le fais, que tu t'entraînes au moins 4-5 fois par semaine de manière intense, si tu veux progresser en termes de masse musculaire, tu as peut-être des œufs, de la viande, du poisson. Eh ben, garde-toi d'autres sources de protéines pour les jours off, qui pourraient être d'autres sources de viande ou de poisson, peut-être des sources un peu plus chères, tu sais, où on n'a pas forcément le budget tous d'acheter, par exemple, le flétan, c'est super cher, le saumon, c'est cher aussi, ou même, je sais pas, une viande un petit peu plus relevée, un petit peu plus chère, quoi. Et donc, du coup, tu te les gardes pour ces jours-là, parce que, étant donné que tu les préfères, que le goût est meilleur, tu auras plus de facilité à manger tes besoins. Donc ça, c'est la première astuce. Après, la deuxième astuce, c'est d'obtenir ce pourcentage de protéines qui te manque sur les jours off par tout simplement des collations liquides. Donc tu prends un shaker de protéines. Je sais que il y a du pour, il y a du contre, il y a des gens pour, il y a des gens contre. Néanmoins, ça te permet quand même d'avoir un apport en protéines relativement cohérent quand tu n'as pas l'appétit pour. Et vu que t'aimes bien le goût sucré quand tu es en période de repos, puisque tu le dis, plutôt envie de glucides ou sucrés, les protéines, logiquement, quand elles sont aromatisées, ça a plutôt un goût sucré que salé. Donc ça tomberait plutôt dans le bon sens. Deuxième partie de ta question. Donc tu me dis, nos protéines sont-elles absolument nécessaires si on saute notre quota 2 jours de suite? Donc moi je te dis que oui, c'est plutôt nécessaire. Mieux vaut éviter de sauter ton quota. Moi je préférais les consommer. Tu vois, si tu me disais de ne pas les consommer, de pas en consommer massivement sur un repas ou de consommer massivement sur un repas plutôt que rien, eh ben je préférais, au lieu de les diviser, si j'ai pas le choix, d'en consommer beaucoup. Si j'ai le choix de les diviser, évidemment. Moi, j'aime bien les diviser sur au moins 4 prises alimentaires par jour. Mais bon, par exemple, sur des jours de repos, si c'est le week-end et que tu fais la grasse mat et que t'as que le midi et le soir comme repas, eh ben, si j'étais à ta place, je mangerais pas mal de protéines le midi, pas mal de protéines le soir, pour essayer d'avoir suffisamment. Mais c'est mon choix personnel. Après, tu fais ce que tu veux. Que penses-tu de prendre une dose de sucré le soir équivalent d'un cornetto et un cookie, par exemple, pré-dodo, si ça nous détend un peu? Bon. N'attends pas de moi que je te valide ça, hein. Je sais que, ce serait cool que je te le valide, mais c'est pas moi qui vais te valider ça. Un cornetto, donc une glace, et un cookie par exemple, bon. Et un cookie, c'est pas ou, hein, c'est même pas à choisir, hein, c'est et. Non, je peux pas te recommander ça. Tu sais, quand j'ai démarré la musculation il y a des années, en salle de sport, bon, moi, tu sais, j'observais autour de moi les mecs les plus musclés, les plus secs et tout, et je me suis dit, bon, si je copie ces mecs-là, forcément, je vais me mettre en forme, quoi. Et j'avais ce genre de questions, moi aussi, comme toi, puisque, voilà, quand j'ai commencé, j'avais une alimentation qui était ce qu'elle était, et j'avais pas forcément envie de me priver des choses que j'aimais. Et une fois, je me rappellerai, donc c'était un culturiste naturel, hein, c'était un petit gabarit, il devait faire 1m70, même, ouais, je crois que c'était ça, 1m70, et sec, sur scène, il était à moins de 70 kilos, donc on parle vraiment d'athlète régional, mais qui connaissait vraiment la nutrition, qui connaissait l'entraînement, enfin voilà, il avait un super physique et il l'a gardé pendant des années. Et il m'avait dit, tu sais, tu cherches pas plus loin qu'une chose. Il me dit, tu ne peux pas avoir de meilleurs résultats en mangeant mal qu'en mangeant bien. Et en fait, quand il m'a dit ça, ça m'a tamponné le cerveau à vie.
C'est-à-dire que ça, à chaque fois que j'ai quelqu'un qui commence un petit peu, tu sais, à négocier sur le côté, ouais, mais attends, là, regarde, ce cookie, il fait tant de calories et il y a tant de glucides. Vous avez entendu mon chat, même lui, il est pas d'accord. Les gens me disent en général, oui, mais si ça rentre dans les calories et que ça rentre aussi dans mes glucides, quitte à supprimer des glucides de bonne qualité le midi ou quoi, normalement, ça devrait être bon. Ça se passe pas comme ça. C'est un petit peu comme le bioéthanol. Vous savez, le bioéthanol que vous mettez dans votre bagnole, et d'ailleurs je le déconseille, mais bon, je sais que beaucoup de personnes sont intéressées par le coût à la pompe et tout ça, mais sachez une chose, c'est que tôt ou tard, si vous gardez le même véhicule, vous avez payé la facture de ce bioéthanol, surtout si vous roulez peu. Beaucoup de personnes, voilà, ils voient ça, ils se renseignent sur les forums, ouais, mais j'ai lu que c'était bon. Ouais, mais regardez les discours des ingénieurs. Et vous verrez que le bioéthanol, au niveau de la mécanique du véhicule, c'est pas l'idéal. Hein. Et je vous parle pas d'indice d'octane et tout ça. Je vous parle vraiment de corrosion, etc. Enfin bon, je vais pas m'attarder là-dessus. Mais regardez plutôt des discours d'ingénieurs là-dessus, parce que moi aussi, je me suis posé la question sur l'éthanol et j'ai voulu bien me renseigner. Et le prix des réparations sera certainement beaucoup plus... Enfin voilà, ça va se réguler par rapport au prix à la pompe. Bref, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que le bioéthanol, ben voilà, c'est un pourcentage d'éthanol et un pourcentage de carburant. C'est pour ça qu'on dit de l'E85 qui varie en fait. En hiver, c'est plus du E85, mais ça s'appelle toujours pareil, mais il diminue parce que sinon c'est pas bon avec la température qui baisse, etc. Donc en fait, globalement, c'est un petit peu la même chose que ça. C'est-à-dire bien sûr que ton corps peut fonctionner avec ton cornetto et ton cookie. Bien sûr que ce sont des calories et que c'est des calories que tu aurais pu retrouver dans du riz, mais que tu l'as pas consommé et tout ça. Néanmoins, ce sont des aliments transformés avec un IG élevé, notamment avant de te coucher. En fait, de faire le plein d'énergie comme ça, c'est comme si tu te rappelles, je sais pas, des vieux films tuning là qui s'appelaient Fast and Furious, les tout premiers où ils faisaient des courses et puis ils balançaient tout le nos là pour gagner, donc ça a donné toute l'énergie et boum, un gros boost pour gagner la course, donc fournir le maximum d'efforts. Là, c'est un petit peu la même chose. Tu te mets un kit nos dans le cornet juste avant d'aller te coucher. Donc tu demandes à ton corps tu t'envoies à ton corps de l'énergie maximale, mais derrière toi tu tapes pas un sprint, tu tapes un dodo quoi. Donc bien sûr que ça détend. Pourquoi ça détend ? Parce que quand t'as eu une journée de merde et que t'as eu zéro source de plaisir et que ta seule source de plaisir c'est ton cornetto et ton cookie, évidemment que ça va te détendre un petit peu, ça va te faire du bien, tu vas te dire cool, j'ai au moins eu ma dose de plaisir. Mais là je t'orienterai plutôt vers puisqu'en fait dans ta question tu mets si ça nous détend un peu, eh ben je me dirais tiens, est-ce que je peux me détendre autrement qu'en mangeant mal en fait, parce que si se détendre passe forcément par la nourriture, c'est qu'il y a quand même une problématique sur la compréhension de la détente, de la gestion du stress, etc. Donc on a parlé des applications avant, va taper les applications liées sur la détente, par exemple la méditation, Petit Bambou et tout, pour t'aider un petit peu de ce côté-là. Mais clairement, de remplacer tes protéines en récupération par du sucre rapide et par des graisses trans, non, je ne peux pas te valider ça. Voilà. Moi, par contre, ça, ton cornetto et ton cookie, ouais, pas de problème. Mange-le quand c'est ton jour plaisir, que t'as décidé que c'était pour ça, un moment de détente. De replacer, encore une fois, je me répéterai jamais assez, mais comme tout prof, même si j'en suis pas, hein, mais comme les profs répètent pour que ça rentre dans le cerveau des élèves des données, moi, c'est un petit peu la même chose. Je n'ai rien contre le plaisir alimentaire, même les produits ultra transformés, à partir du moment où ça s'inscrit dans du plaisir. C'est-à-dire du plaisir, et pour moi, le plaisir, la définition du plaisir, c'est quelque chose qui est désiré. Donc désir égale, on désire quelque chose aujourd'hui, mais on sait qu'on va l'obtenir par exemple dans 3-4 jours, donc le désir va durer, donc le désir va s'amplifier, et après on va satisfaire ce désir par du plaisir, c'est-à-dire le manger. Donc par exemple aujourd'hui, on est mardi quand vous écoutez le podcast, ce week-end vous avez envie d'aller manger une glace en bord de mer ou en centre-ville ou peu importe, eh bien vous allez désirer cette glace et vous allez l'obtenir par une forme de plaisir. Le plaisir étant ponctuel. Le désir étant permanent, mais le plaisir ponctuel. Et moi, j'aime bien replacer le plaisir à sa juste place. Pourquoi ? Parce que si le plaisir devient quotidien, le plaisir a tendance à disparaître. C'est-à-dire qu'on en devient accro, mais qu'on ne profite plus réellement du plaisir. Et surtout, on oublie et on supprime totalement le désir, et le désir est un moteur qui permet d'avancer. C'est-à-dire que ce qui vous permet d'avancer, ce qui nous permet d'avancer dans la vie, c'est le désir d'une situation meilleure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, je vais prendre des exemples concrets. Ce qui vous permet de vous entraîner aujourd'hui, c'est parce que vous avez le désir ou d'améliorer, et on peut mettre des « et » entre,
Vous avez le désir d'être en meilleure santé, d'avoir un meilleur reflet dans le miroir, d'avoir un potentiel de séduction rehaussé, d'avoir, je sais pas, peu importe, tout un tas de choses comme ça. Et c'est ce désir qui vous fait avancer. Vous enlevez le désir de ça, vous enlevez la motivation. Pareil pour tout un tas de choses. Qu'est-ce qui vous fait changer de logement ? Vous avez le désir de devenir propriétaire, donc ça vous donne le courage d'affronter les défis administratifs, etc. Vous avez le désir d'avoir un enfant, vous avez le désir, enfin voilà. Et c'est toujours une question de désir. À partir du moment où vous supprimez le désir, vous perdez la motivation. Ça devient une vie au jour le jour et on n'avance plus en fait. Donc le cornetto et le cookie, c'est une vie au jour le jour. Et donc tu supprimes le désir, tu n'as que le plaisir. Donc moi je te recommande de sortir de ce schéma-là et de refaire naître le désir un petit peu dans ton quotidien et surtout de savoir que oui effectivement de remplacer tes protéines par un cornetto et un cookie ça ne t'aidera pas à progresser ni à maintenir ta masse musculaire, même si aujourd'hui dans les discours les plus marketing possibles dans le fitness on va te recommander de manger ces saloperies-là pour t'attirer dans leur filet. Voilà. Bon, moi je trouve que c'est encourager ce qu'on a essayé de combattre depuis quelques années grâce à Internet avec un discours un petit peu plus libre. Je trouve ça bête de remettre les gens dedans, quoi. Alors c'est au grand plaisir des industriels, mais bon, ça dessert un petit peu les abdos visibles et la bonne forme, quoi. Ah oui, j'avais autre chose à vous dire. J'ai fait une petite réflexion que j'ai. Vous savez, on critique beaucoup les mutuelles, les assurances santé, toutes ces choses-là. Néanmoins, parfois on se pose des questions également quand on regarde des conférences et tout ça. Ouais, mais est-ce que ils sont pas vendus ? Est-ce qu'ils sont pas achetés ceux qui font les conférences ? En fait, on peut raisonner d'une autre façon. Qu'est-ce que fait votre mutuelle ? Donc on a tous une mutuelle. Si vous êtes à votre compte, vous avez une mutuelle indépendante, enfin des indépendants. Enfin c'est vous qui vous démerdez pour trouver votre mutuelle. Si vous n'êtes pas à votre compte, c'est 50-50 avec votre boîte selon votre négociation et selon votre pays de là où vous vivez, quoi. Mais bon bref. Globalement, la mutuelle est là en cas de vous avez un pépin de santé, la Sécu en prend une partie en charge, la mutuelle une autre. Donc l'intérêt d'une mutuelle, c'est d'avoir, enfin je veux dire, si on parle en termes de business, une mutuelle souhaite que vous cotisiez, donc que vous payiez vos traites, mais que vous soyez pas trop malade pour pas qu'elle ait à payer derrière. On est d'accord ou pas ? Moi, je pense que oui. Donc, le but pour elle, c'est que vous soyez en bonne santé. Comme ça, vous payez vos traites, mais elle n'a pas besoin de vous les refiler si vous êtes malade. Donc, à partir de là, moi, je me suis dit, OK, et il y a pas mal de sites de mutuelles, de chaînes YouTube de mutuelles, qui proposent des conférences avec des spécialistes. Et je trouve ça intéressant parce que on se rend compte que finalement, les assurances santé, les trucs, ils ont tout intérêt à ce que vous soyez en santé. Donc du coup, à vous proposer du contenu pour que vous ayez les bons et vrais réflexes et pas des trucs achetés ou des trucs orientés ou avec conflit d'intérêt qui finalement vous orienteraient à prendre un médicament qui serait remboursé ou alors à conduire un comportement qui vous mettrait faussement en bonne santé et qui vous conduirait plutôt à mauvaise santé, puisque si ça vous conduit à ça, ils vont devoir tôt ou tard payer pour vous. Donc je sais pas si vous comprenez la logique, mais finalement peut-être que les chaînes YouTube qui proposent des conférences, et il y en a pas mal, hein, moi j'en ai vu pas mal, et des fois les intervenants, c'est pour ça j'ai dit putain, mais parfois ils ont des intervenants de bonne qualité, et c'est là je me suis dit bah oui c'est normal, puisqu'en fait eux ils ont vraiment intérêt à ce que vous soyez en santé. Donc est-ce que vous voyez la grande différence entre des gens qui ont un intérêt financier à ce que vous restiez en santé ? C'est-à-dire que si vous perdez la santé, ils perdent des ronds. Si vous restez en santé, ils en gagnent. Donc les mutuelles et les assurances santé, regardez un petit peu les contenus santé qu'ils vous proposent, les conférences et tout. Alors il y a certainement à boire et à manger, mais quand même, moi je peux vous garantir qu'avec la petite expérience que j'ai en termes de conférences, c'est-à-dire de visionnage, j'en ai vu quand même pas mal, je peux vous garantir que certaines chaînes proposent des contenus de plutôt bonne qualité, avec des intervenants de plutôt bonne qualité et plutôt assez à même des nouveautés, des news, quoi, sur la science. Voilà, c'était la petite clôture de ce podcast. Bon, si vous voulez apprendre à cuisiner vos œufs, enfin moi j'ai la meilleure recette des œufs que j'ai, c'est les œufs brouillés. Mais j'ai une recette que j'avais trouvée une fois quand j'avais été dans un bon resto. Un matin, enfin c'était pas un resto, c'était le petit déjeuner d'un hôtel. La première fois que j'étais dans un hôtel avec 4 ou 5 étoiles, j'y suis allé qu'une fois dans ma vie, et au petit déjeuner il y avait des œufs brouillés. J'ai dit ça, je veux en manger
tous les matins maintenant. Bon, quand j'ai regardé la recette, j'ai dit non, je vais pas en manger tous les matins. Mais je vais essayer de reproduire une recette comme ça, saine, et de pouvoir les manger tous les matins. Et c'est ce que je mange tous les matins. Je vous donne la recette, mais il y a également toutes les autres manières de les cuire sans dénaturer. On verra aussi le nombre d'œufs. Enfin, je vous ai dit tout ça en introduction. Allez voir, c'est quelque chose qui est important quand même de maîtriser, puisque c'est quelque chose que vous allez reproduire peut-être tous les jours de l'année. Donc ça vaut le coup d'avoir de la maîtrise là-dessus. On se retrouve dans la description si ça vous intéresse, ou par mail si vous n'avez pas ouvert votre boîte mail ce matin. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour le nouveau podcast. Salut! Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu. Tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.